Dans cette série de vidéos, on va parcourir le chapitre fonction de deux variables du programme de PCSI tel qu'il a été mis en œuvre à partir de l'année scolaire 2021-2022. Et dans cette vidéo particulière, qui est la première de la série, on va simplement s'intéresser au premier paragraphe, qui est principalement un paragraphe de vocabulaire, intitulé « Ouvert de R2 ». On va d'abord jeter un coup d'œil au programme officiel. Voici un scan du programme officiel. Le premier paragraphe est intitulé « Ouvert de R2, fonction continue », mais j'ai décidé de scinder ça en deux vidéos, car le premier paragraphe, ouvert de R2, lui-même nécessite un petit peu de temps pour s'habituer. On peut voir qu'il y a juste deux lignes, boule de R2 munie de la norme euclidienne canonique et ouvert. Et je vais préciser tout de suite que ce sont des thèmes qui, dans le programme de deuxième année, en filière PC ou en filière PSI, c'est un thème qui est développé avec une généralisation de la notion de norme et d'autres espaces vectoriels que R2. Mais la notion d'ouvert qui en découle est développée et juste une généralisation avec la même définition que ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, quelques petits rappels sur ce qu'on appelle une boule ouverte. En réalité, une boule ouverte dans R2, c'est ce qu'on appelle aussi un disque ouvert. Donc, un disque possède un centre et un rayon. Donc, un centre, ça va être un point A de R2. Donc, ici, j'assimile les points à leur couple de coordonnées. Donc, j'appelle A l'abscisse, B l'ordonnée, et je prends donc un nombre petit r strictement positif, qui va être le rayon de la boule, et l'ensemble qu'on note B de A et de R, boule de centre A de rayon R, c'est l'ensemble des points M du plan R2, tel que la distance à M soit plus petite que R2. Et si on regarde ça en coordonnées, si on prend donc le point M de coordonnées XY, le vecteur AM, à ce moment-là, a pour coordonnées x moins a, y moins b, et la norme euclidienne de ce vecteur, ou plutôt sa norme au carré, c'est le produit scalaire de ce vecteur par lui-même, ce qui fait donc x moins a carré plus y moins b au carré. Et la condition que la norme de ce vecteur soit strictement plus petite que r s'écrit par passage au carré sous la forme de cette inéquation. Donc une façon de définir cette boule, c'est cette formule, l'ensemble des xy vérifiant cette inéquation. Bien sûr, une boule ouverte, c'est de la géométrie. Qui dit géométrie dit dessin. Eh bien, faisons un dessin. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc ici, on a des coordonnées. Je ne sais pas si vous voyez le quadrillage que j'ai représenté derrière. Il est peut-être un petit peu trop clair pour qu'il apparaisse sur votre écran. En tout état de cause, nous avons ici donc l'unité, c'est cette distance-là. Nous avons le point de coordonnées 2 et moins 1, le point A qui sert de centre à cette boule que j'ai tracée en vert. Nous avons ici un rayon, un vecteur de longueur 3, et j'ai représenté la boule ouverte centrée en ce point A, avec le rayon petit r égale à 3. Et une chose à bien comprendre dans cette représentation, c'est que les points du cercle de rayon 3 ne font pas partie de la boule ouverte. Si on incluait les points du cercle, on parlerait de boule fermée. Et pour une raison ou une autre, le concept de boule fermée ne sera pas abordé dans cette vidéo. En tout cas, pas plus que ce que je viens de faire. Et donc cette boule ouverte, c'est la même chose qu'un disque ouvert. Et si on introduit ce vocabulaire de boule, c'est pour la généralisation qui intervient dans le cours de deuxième année. Et alors pourquoi est-ce qu'on parle de boule et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse particulièrement à ça? Je vais quand même donner une motivation à tout ce chapitre. Il s'agit de commencer à généraliser, dans le cas des fonctions de deux variables, un certain nombre de propriétés qu'on a déjà étudiées pour les fonctions d'une seule variable, comme par exemple les questions de limite, les questions de continuité. Les questions de limite, de continuité font intervenir des intervalles, et en particulier des intervalles ouverts. Et quand on prend un intervalle ouvert de cette forme, mettons petit a, petit b, on peut voir ça comme une boule. On prend le centre de cet intervalle, qui est le nombre a plus b sur 2, le milieu de l'intervalle,
Et on peut remarquer que de part et d'autre, il y a la même distance, à savoir B-A sur 2. Et B-A sur 2 peut être alors vu comme le rayon d'une boule. Cet intervalle peut être vu comme la boule centrée en ce point avec ce rayon. Et une boule ouverte du fait que les bornes ne sont pas incluses dans l'ensemble. On prend ici, quand on trace cet intervalle, l'ensemble des x réels, tel que l'écart entre x et ce centre soit strictement plus petit que ce rayon. Donc, si on voit que les intervalles ouverts bornés de R s'écrivent sous cette forme, on voit l'analogie qu'il y a avec les boules de ce type, et véritablement, le rôle que vont jouer les boules ouvertes dans R2 est similaire à celui que vont jouer les intervalles dans les notions de continuité. Mais la notion de fonction continue, ça sera pour la prochaine vidéo. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle un ouvert de R2. Eh bien, un ouvert de R2, c'est une région du même type que ce que j'ai représenté ici. Donc, elle a une forme un petit peu bizarre. Voici la définition. Prenons U un sous-ensemble de R2. Dire que U est ouvert, ça signifie que pour tout élément A de U, donc ce qui joue le rôle des éléments A, c'est ce que j'ai représenté par des points noirs, il existe un R strictement positif, pouvant dépendre de A, tel que la boule ouverte centrée en ce point A et de rayon R soit totalement incluse dans U. Donc un ensemble ouvert, c'est un ensemble dans lequel, autour de chaque point, il y a de la place. Il y a de la place dans toutes les directions. Et on dit aussi que tous les points de U sont des points intérieurs. Dire qu'un point est intérieur, c'est ça, c'est un point tel qu'on puisse caser toute une boule autour de ce point en restant dans l'ensemble. Donc voilà, c'est une définition un petit peu technique. Si on veut écrire ça en formule, ça s'écrit pour tout élément A de U, il existe un R strictement positif, et je rappelle que ce R va a priori dépendre du point A, tel que cette boule ouverte soit incluse dans U. Voici donc la définition, qui est une définition un peu technique. Là, je l'ai écrite sous forme symbolique. On n'a évidemment pas besoin de la forme symbolique pour comprendre cette définition, mais plus tard, vers la fin de la vidéo, ça sera important d'avoir ce point de vue quand on va regarder la négation du fait d'être un ouvert. On va regarder quelques exemples de parties ouvertes de R2. Et le premier exemple, c'est la partie vide. Alors ça peut paraître bizarre que l'ensemble vide soit un ouvert de R2 parce qu'on a l'impression assez légitimement qu'on ne peut pas mettre une boule ouverte à l'intérieur de R2. Mais c'est un point de logique sur lequel je reviendrai certainement à la fin de la vidéo, que si on a une définition qui commence par pour tout, eh bien l'ensemble vide va toujours vérifier cette condition parce qu'on ne pourra pas trouver de contre-exemple. Le contraire de dire pour tout A, blablabla, ça serait il existe un A qui ne vérifie pas le blablabla. Et une telle existence n'est pas possible dans l'ensemble vide. Donc ça, c'est une propriété importante, une propriété de type pour tout, concernant certains ensembles, sera toujours vérifiée par l'ensemble vide. Donc ça, je l'appelle exemple 0, car l'ensemble vide, c'est bien sûr l'ensemble qui ressemble plus au nombre 0. Ensuite, l'ensemble R2 tout entier est un ouvert de R2, et là, le raisonnement est... La démonstration est toute simple. Si je prends un point quelconque dans R2, eh bien, je peux choisir n'importe comment un rayon de telle sorte que la boule correspondante soit contenue dans R2, puisque toutes les boules ouvertes sont évidemment contenues dans R2. Donc ça, ce sont les exemples qu'on pourrait qualifier de triviaux, en ce sens qu'il n'y a quasiment rien à vérifier. À vrai dire, pour l'exemple 0, il n'y a vraiment rien à vérifier, et pour l'exemple 1, c'est juste que les vérifications sont immédiates. Passons maintenant à deux exemples qui nécessitent un petit peu plus de travail. Les boules ouvertes de R2 sont des ouverts de R2, ce qui signifie que le vocabulaire est cohérent. Et on verra dans un instant la démonstration de ce fait, mais avant, j'énonce un autre exemple, quatrième exemple, numéro 3 donc, les demi-plans ouverts de R2
sont aussi des ouverts de R2, ce qui veut dire que là aussi, le vocabulaire est bien fait. Et on va regarder ces exemples un petit peu en détail. Donc le fait que les boules ouvertes soient ouvertes, je vais vous en présenter une démonstration. Donc pour commencer, on va prendre un point M, qui va être le centre de cette boule. J'appelle grand R le rayon de cette boule. Et notre objectif est de montrer que cette boule ouverte, représentée ici en orange, est ouverte. Et il ne faut pas se dire, ben oui, si on l'appelle boule ouverte, c'est parce qu'elle est ouverte. Historiquement, je pense que la notion de boule ouverte est apparue avant la notion d'ouvert. Je dis ça, mais je ne me suis pas renseigné. Si vous avez l'impression du contraire et si vous avez de bonnes indications du contraire, n'hésitez pas à laisser un commentaire à ce sujet. Alors, comment est-ce qu'on montre qu'une boule est ouverte? Comment est-ce qu'on montre qu'un sous-ensemble est ouvert? Eh bien, je rappelle que le but, je vais l'écrire, le but c'est de montrer que pour tout élément A de cette partie, c'est-à-dire de cet ensemble, il existe un R strictement positif, tel que la boule centrée en ce point A de rayon petit r soit incluse dans la partie qui nous intéresse. Donc le but c'est de trouver un rayon tel que on puisse caser la boule comme ceci, ouverte, centrée en A, à l'intérieur de la boule centrée en M de rayon R. Alors sur le dessin, ça se voit bien qu'on peut. Mais on a coutume de dire que le dessin ne constitue pas une démonstration rigoureuse. Ça n'interdit pas de faire le dessin. Le dessin peut être une piste pour trouver comment justifier les choses par un raisonnement plus analytique. Donc pour ça, je vais effacer ceci. Alors qu'est-ce qu'on a comme objet géométrique assez naturel? Eh bien on a la droite, ou plutôt la demi-droite issue de M qui passe par A. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce point-là, c'est le point du cercle le plus proche de A. C'est-à-dire que si on trace la boule centrée en A avec ce rayon, on peut voir qu'elle va être complètement contenue dans cette partie. Alors évidemment, mon dessin n'est pas très précis. On va voir ça sur la page suivante. Voilà. J'ai pris, donc sur ce dessin, la question c'est de trouver un petit r vérifiant cette inclusion. Et on voit sur ce dessin, j'ai représenté en vert la boule en fait avec le rayon le plus grand qui est solution du problème. Maintenant, il va s'agir d'expliquer de manière analytique, d'une part, comment on choisit ce petit r, et d'autre part, pourquoi ça marche réellement. Alors pour ça, on va vraiment tracer le rayon que je mentionnais, le rayon issu de M qui passe par A, et on voit qu'il y a un choix qui est assez logique pour ce rayon petit r, puisque ce rayon petit r, on le lit ici, et ici, on lit le rayon grand R, et on voit tout simplement que le choix logique, c'est de prendre pour petit r cette grande longueur moins cette autre longueur, c'est-à-dire grand R moins MA. Donc ça, c'est un choix qui est logique d'après le dessin, et on va montrer que ce choix est convenable. Donc, on pose petit r égale à grand R moins MA. Donc, grand R, je rappelle, c'est cette longueur en bleu, moins MA, la distance du centre du gros disque à ce point A. Et maintenant, l'objectif est de montrer que ce disque dessiné en vert est contenu dans le disque dessiné en orange ou en marron, je ne sais plus. En orange, je vérifie mon code source. Donc pour vérifier ça, comme d'habitude, quand on veut montrer l'inclusion d'un ensemble dans un autre, on choisit, ou bon, je ne vais pas dire on choisit, on prend un élément quelconque dans le premier ensemble et on montre que cet élément quelconque appartient au deuxième ensemble. Donc on fait ça, je prends un point P dans la boule centrée en A de rayon petit r, et l'objectif est de montrer que P est dans la plus grande boule. Et pour montrer ça, eh bien, on va remarquer que sur ce dessin, il y a un triangle quelque part. Oups. Le triangle avec les côtés MP et A. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de repérer qu'on a un triangle? Eh bien, parce que le but est de montrer une inégalité, et il se trouve que dans l'inégalité, dans un triangle, il y a une inégalité qui est bien connue, qui s'appelle inégalité du triangle ou inégalité triangulaire. Et cette inégalité triangulaire, elle nous dit que l'écart entre M et P, puisque c'est la distance qu'on veut majorer,
est majoré par la somme des deux autres distances, donc MA plus MP. C'est l'inégalité que j'ai écrite ici. Donc la longueur de ce côté est majorée par la somme des deux autres. Maintenant, puisque P a été choisi dans la boule verte, la distance PA est strictement inférieure à petit r, donc MP est majoré strictement par MA plus R, et ça on sait que c'est grand R puisqu'on a choisi petit r comme ceci. Donc au final, la distance entre M et P est strictement plus petite que grand R, c'est exactement dire que le point P est dans la boule tracée en orange, la boule centrée en grand M de rayon grand R. Et ça prouve donc cette inclusion. Donc, je termine ce qu'on a montré. Donc, bilan. Le bilan, on a pris un point A quelconque dans la boule centrée en M de rayon grand R. On a vu comment choisir petit r strictement positif, de telle sorte que la boule centrée en grand A de rayon petit r soit incluse dans la boule qu'on avait prise au départ. Et ça prouve donc que la boule centrée en M de rayon R est ouverte. Voici donc une démonstration de ce fait. On va regarder maintenant l'autre exemple qui nous dit que les demi-plans ouverts sont ouverts. Alors un demi-plan ouvert, déjà, ça serait bien que je rappelle ce que ça signifie. Un demi-plan ouvert, c'est une des deux régions délimitées par une droite dans le plan. Par exemple, ici, il s'agit de cette région que je représente par des hachures, et notez que les hachures s'arrêtent avant d'aller à la droite, parce que les points de la droite ne font pas partie de ce demi-plan ouvert. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on définit ça proprement. Eh bien, si la droite que j'ai représentée ici admet une équation du type ax plus by plus c égale 0, eh bien les deux demi-plans ouverts délimités par cette droite vont être définis par des inéquations. Eh bien, d'un côté, ça va être strictement négatif, de l'autre côté, ça va être strictement positif. Et là, j'ai choisi arbitrairement. Après, à vous de voir, vu que la droite est penchée de cette manière-là, ce qu'on peut dire sur les signes relatifs de A et de B, et ainsi de suite. Et alors, ce que je dis, c'est que ce demi-plan ouvert est ouvert, et graphiquement, on le voit bien, si on prend un point A dans un des deux demi-plans, on peut considérer le projeté orthogonal sur la droite, comme ceci, et ce projeté orthogonal, c'est le point de la droite qui est le plus proche de A sur la totalité de la droite. Et on peut montrer, donc, en prenant cette distance AH comme rayon, le disque, avec ce rayon centré en A, est totalement contenu dans cette partie. Alors, je ne vais pas le démontrer, mais je vous le laisse en exercice. Je vais quand même donner une indication. Donc, si j'appelle U ce demi-plan qui est ici, alors comment est-ce qu'on va dire ça? Donc, ceci, c'est petit r. Eh bien, U peut être défini comme l'ensemble, ou plutôt on peut démontrer que U est l'ensemble des points M dans R2, tel que le produit scalaire de AH, du vecteur AH par le vecteur AM, soit strictement inférieur à R carré. Donc je vous laisse voir en exercice que cette écriture est correcte. Et à partir de là, vous devez pouvoir démontrer que la boule centrée en A de rayon petit r, eh bien, est contenue dans ce plan U. Il est possible de montrer, donc une fois qu'on a montré que U est égal à ceci, il est possible de montrer que pour tout M dans la boule de centre A de rayon R, eh bien, le produit scalaire de AH par AM est strictement inférieur à R carré. Voilà. Donc je le laisse en exercice. J'aurais pu prévoir de le démontrer, mais à vrai dire, le fait que le demi-plan ouvert soit ouvert, j'en proposerai une autre démonstration dans la prochaine vidéo
qui s'appuiera sur une règle assez générale concernant les fonctions continues. On va voir maintenant deux propriétés de stabilité des ouverts. La première, c'est que toute réunion d'ouverts est un ouvert. Même si vous prenez une infinité d'ouverts, leur réunion nous donne un ouvert. Et si on prend l'intersection d'un nombre fini d'ouverts, on obtient un ouvert. Donc on va voir la démonstration de ce fait. D'abord, on va démontrer que toute union d'ouverts est un ouvert. Pour ça, donc je vais prendre I, un ensemble non vide. Je prends UI avec I indexé par I, une famille d'ouverts. Donc I, ça peut être vraiment n'importe quel ensemble. Vous pouvez prendre un ensemble fini, vous pouvez prendre un ensemble infini. Vous pouvez décider, pour chaque nombre réel, je vais considérer un ouvert de R2. Bon, si ça vous amuse, rien ne vous en empêche. Et j'appelle U la réunion de tous les UI, quand I décrit l'ensemble grand I. Et mon objectif, c'est de montrer que U est ouvert, c'est-à-dire, je rappelle, je vais réécrire le but ici, pour tout point M élément de U, je dois montrer qu'il existe un rayon R strictement positif, tel que la boule centrée en M de rayon R soit incluse dans U. Et on va voir que c'est en fait très facile. Donc pour ça, je dois montrer quelque chose pour tout point M de U. Donc je prends un point X de U, je vais noter X dans cette présentation, peu importe que ça s'appelle X ou grand M à vrai dire. Donc X étant un élément de U, il appartient à la réunion des UI, et je rappelle que ça signifie qu'il existe au moins un indice I, tel que X appartienne à l'ensemble correspondant U indice I. Et puisqu'un tel I existe, on va en choisir un, on va en prendre un, et on rappelle que UI est un ouvert. Donc en appliquant la définition d'un ouvert, on sait qu'il existe un R strictement positif, tel que la boule centrée en X avec ce rayon soit contenue dans UI. Je peux dessiner l'ensemble UI ici. Là, j'ai le point X. Et je sais qu'il y a une boule centrée en X qui est totalement contenue dans UI. Et maintenant, on sait que U, c'est la réunion de tous les UI. Donc, puisque c'est la réunion de tous les UI, eh bien, UI est contenu dans U. Voilà, U, c'est quelque chose de plus grand, comme ça. Et bien maintenant, la boule centrée en X de rayon R, puisqu'elle est contenue dans UI, elle est contenue dans U aussi. Donc pour un tel R strictement positif, on a aussi cette inclusion. Et on a bien montré que si on prend un X quelconque dans U, on peut trouver un R strictement positif tel que la boule correspondante soit incluse dans U, et ça prouve que U est ouvert. Donc l'idée, c'est que si vous avez une partie ouverte, quand vous ajoutez des choses dedans, en général, ça ne l'empêchera pas d'être ouverte. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Tel que je l'ai dit, j'ai trop simplifié. Ok. Maintenant, on va voir le fait que toute intersection finie d'ouverts est un ouvert. Donc, pour ça, je prends une famille finie d'ouverts de R2 et je note U leur intersection. Et le but, c'est de montrer que U est ouvert. Alors, notez qu'il y a un premier cas qui est celui où U est l'ensemble vide. Dans ce cas-là, ok, dans ce cas-là, on sait déjà que l'ensemble vide est un ouvert, donc dans ce cas-là, l'intersection est ouverte. Donc on va regarder maintenant le deuxième cas, celui où U n'est pas l'ensemble vide, c'est là qu'il y a une démonstration à faire. Donc prenons X un éventuel élément de U, j'entendais par là dans le cas où U n'est pas l'ensemble vide, et donc je vais faire un dessin. Donc on a les UI qui sont comme ça. Hop. Bon là j'ai pris un exemple où l'intersection est vide, c'est pas très intéressant. Voilà, l'intersection est non vide. Et l'intersection, c'est cette partie-là. Donc je veux montrer que cette partie-là est ouverte. Donc, je vais effacer ceci. Donc je vais prendre un point dans cette intersection. Et je veux montrer que je peux choisir un rayon tel que la boule ouverte centrée en ce point soit incluse dans l'intersection, c'est-à-dire ça incluse dans tous les UI. Donc ce que je sais, c'est que X est dans l'intersection des UI, donc pour chaque entier I, entre 1 et N, X est un élément de UI, je sais que U est un ouvert, donc je peux choisir un rayon R indice I, tel qu'on ait cette inclusion. Et ce qui va se passer, c'est que relativement à chaque ouvert, donc, je vais prendre X ici,
par exemple, relativement à cet ouvert, je peux choisir un premier rayon. Voilà, non, ça marche vraiment pas. Voilà, je peux choisir un premier rayon tel que, eh bien, la boule que je viens de tracer soit totalement contenue dans l'ouvert U1. Alors évidemment, cette boule-là, elle ne va pas être contenue dans les autres. Mais je sais que pour chacun des indices, je peux choisir un rayon RI. Donc pour chacun des indices I, je peux choisir un rayon RI, tel que la boule centrée en X de ce rayon RI soit contenue dans UI. Et comme j'ai ici un nombre fini de nombres réels, je peux prendre le plus petit d'entre eux. Avec une infinité, je ne pourrais pas. Il y a des parties de R infinies qui n'ont pas de plus petit élément. Mais toutes les parties finies non vides de R possèdent un plus petit et un plus grand élément. Donc là, on va prendre le plus petit. Et si je prends le plus petit, c'est parce que eh bien, la boule centrée en X de rayon R est incluse dans la boule centrée en X de rayon RI. Si vous prenez un rayon plus petit, eh bien, la boule avec le même centre est contenue. Voilà. Si vous avez un rayon plus petit mais le même centre, eh bien, la boule avec le plus petit rayon est contenue dans la boule avec le plus grand rayon. Donc on voit que pour chaque indice I, la boule centrée en X avec le rayon R est contenue dans celle de rayon RI, donc elle est contenue dans UI. Donc avec ça, je peux mettre le fait que c'est vrai pour tout indice I entre 1 et N. Donc la boule centrée en X de rayon R est contenue dans UI, et puisqu'elle est contenue dans tous les UI, elle est contenue dans l'intersection des UI. Et par ailleurs, c'est le plus petit d'une famille finie de nombres strictement positifs, donc c'est un nombre strictement positif. Voilà. Donc on a trouvé un R strictement positif, tel que la boule centrée en X de rayon R soit incluse dans l'intersection des UI. C'est vrai pour n'importe quel élément X de U, U étant, je le rappelle, cette intersection. Donc tout ceci prouve que U est un ouvert de R2. Et à ce moment-là, on a démontré, on a démontré cette propriété que toute intersection finie d'ouvert est un ouvert. Et on va regarder un exemple. Un exemple, on a vu tout à l'heure, même si je ne l'ai pas démontré proprement, que les demi-plans ouverts de R2 sont des ouverts de R2, ce qui a comme conséquence que si vous prenez une intersection finie de demi-plans, vous allez obtenir encore un ouvert de R2. Là, j'ai pris l'exemple où je prends une intersection de 5 demi-plans ouverts et j'obtiens un pentagone ici, un pentagone ouvert, qui est l'intersection des 5 demi-plans, donc celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Il va donc être défini par 5 inéquations strictes, et ça, c'est un ouvert. Et ce genre d'exemple est assez important dans certains exercices portant sur les recherches de maximum et de minimum de fonctions de deux variables. Souvent, on cherche le maximum ou le minimum d'une fonction sur un carré, sur un rectangle, sur un triangle, qui va être à chaque fois une intersection finie de demi-plans ouverts, ce qui fait qu'on pourra justifier que c'est un ouvert en utilisant ces propriétés. Pour finir cette vidéo, on va regarder un exemple, on va parler un petit peu de parties qui ne sont pas ouvertes. Parce que, je vois que je n'ai pas pris le bon fichier. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais réparer ça. Voilà, on va s'appuyer sur cette page vide, voilà, de la mauvaise préparation. On va parler de parties non ouvertes. Alors, donc on va avoir des exemples de parties qui ne sont pas ouvertes dans R2. Et je vais commencer par rappeler la définition du fait que U soit un ouvert. Je rappelle, dire que U est ouvert, ça signifie que pour tout point A, élément de U, il existe un rayon R strictement positif tel que la boule correspondante soit incluse dans U. C'est-à-dire, dès que je prends n'importe quel point, je peux faire ce dessin-là. Maintenant, on va écrire la définition d'un ensemble qui n'est pas ouvert. Dire que U n'est pas ouvert. Pour ça, on va prendre la négation de cette définition quantifiée. Et je rappelle que quand on a une définition quantifiée
le pour-tout initial, on le transforme en un il existe. C'est-à-dire que la négation de tout élément fonctionne, c'est il existe au moins un élément qui ne fonctionne pas. Donc le contraire de ça, c'est il existe un A dans U, tel que ceci soit mis en défaut. Et le contraire de il existe un élément qui marche, c'est aucun élément ne marche, c'est-à-dire pour tout R strictement positif, eh bien ceci est mis en défaut. Donc montrer qu'un ensemble n'est pas ouvert, c'est montrer qu'on peut trouver un élément qui ne vérifie pas cette propriété. Et je vais vous montrer un exemple très simple de partie non ouverte, c'est un singleton. Un singleton, eh bien c'est juste ça. C'est un ensemble constitué d'un seul point, même si techniquement ce que je viens de dessiner contient énormément de points. Mais on va faire l'approximation habituelle que ce que j'ai dessiné là représente un seul point. Donc je prends un singleton U qui possède un unique élément, mettons un grand A, et je veux montrer que ce U n'est pas ouvert. Donc pour ça, je dois montrer qu'il existe un élément dans U, ça va forcément être grand A, tel que pour tout R strictement positif, la boule ne soit pas contenue dans U. Et effectivement, si je prends R strictement positif, eh bien la boule centrée en A de rayon R n'est pas contenue dans le singleton A. Cette boule contient des points qui sont différents de A. Et ça prouve donc que ce singleton n'est pas un ouvert. Donc ça, c'est un premier exemple particulièrement simple d'ensemble non ouvert, mais en réalité, ça fait partie d'une grande catégorie d'ensembles qui sont simplement les boules fermées. Donc je vais expliquer pourquoi les boules fermées ne sont pas ouvertes. Je vais effacer ça. Les boules fermées ne sont pas ouvertes. Donc pour ça, je vais dessiner une boule fermée. Donc je vais prendre un centre M et rayon grand R comme précédemment. Mais il faut bien comprendre que donc, ce que j'appelle la boule fermée ici, deux centres M de rayon R, ça va être l'ensemble des points N du plan, tel que la distance de M à N soit majorée par R au sens large. Donc cette fois, les points du cercle font partie de la boule fermée. Et on va montrer qu'une telle boule n'est pas ouverte, c'est-à-dire qu'il est possible de trouver au moins un élément dans la partie qui ne vérifie pas la propriété qu'on a rencontrée durant toute cette séance. Et les points qui vont mettre en défaut cette condition, ce sont les points sur le contour de la boule, c'est-à-dire sur le cercle. C'est-à-dire que je vais prendre A sur le cercle et je vais démontrer que ce point A vérifie non pas ceci, mais cela. C'est-à-dire que pour un R strictement positif quelconque, si je prends la boule centrée en A de rayon R, eh bien cette boule va déborder en dehors de la boule de départ, la boule fermée de centre M de rayon R. Vous voyez que dans une boule ouverte, on n'aurait pas pu faire ça parce qu'on n'avait pas accès aux points du cercle, mais les points du cercle sont comme ceci, c'est-à-dire que les boules centrées en ce point sont à cheval sur l'intérieur de la boule et l'extérieur de la boule. Donc ça, c'est ce qu'on constate visuellement. Maintenant, il faudrait le démontrer. Il faudrait démontrer, donc si je prends A dans le cercle, et je vais le noter comme ceci, le cercle, donc ça signifie que la distance de M à A est exactement égale à petit r, et je prends un R strictement positif quelconque, puisque je veux montrer que pour tout R, on a cette propriété, donc j'en prends un, et le but, c'est de montrer que la boule centrée en A de rayon R n'est pas incluse dans U. Et maintenant, comment est-ce qu'on montre qu'un ensemble n'est pas inclus dans un autre? Eh bien, en trouvant un élément du premier ensemble qui ne soit pas dans l'autre. Et pour construire un tel élément, on va reprendre le dessin de tout à l'heure, c'est-à-dire tracer le rayon issu de M passant par A. Et on va trouver là-dessus des points explicites, par exemple le point qui est là. Ce point que je vais construire explicitement, on voit sur le dessin qu'il est dans la boule rouge, mais pas dans la boule bleue. Maintenant, il va falloir
définir ce point proprement et démontrer proprement, qui vérifie ce que je viens de dire. Alors, comment est-ce qu'on le définit proprement? Ce point, je vais l'appeler P. Et comment est-ce que je le définis proprement? Je vais demander qu'il soit à une distance R sur 2 de A de ce côté-là. C'est-à-dire, on veut que le vecteur MP ici, on veut qu'il soit collinéaire à MA. Ça, c'est ce qu'on demande. Oups, je me rends compte que j'ai fait une faute de frappe ici. La distance de M à A, ce n'est pas égal à petit r, c'est égal à grand R. C'est important. Donc, comme je disais, le point P, on va le définir à partir du point M en demandant que MP soit collinéaire à MA. Et pour avoir le coefficient de proportionnalité, eh bien, regardons les longueurs. Le vecteur MA est de longueur grand R. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par grand R parce que le vecteur MA sur grand R est de longueur 1. Et le vecteur MP, pour avoir sa longueur, eh bien, regardons, de M à A, il y a une distance grand R, de A à P, il y a une distance petit r sur 2. Donc, la distance que je vais mettre ici, c'est celle-là. Grand R plus R sur 2 fois MA. Et avec ceci, on va pouvoir montrer les deux propriétés, à savoir que P est dans la petite boule, mais pas dans la grande. Alors pour ça, on va simplement remarquer que par construction, puisque la norme de MA sur R est égale à 1, on voit que la norme du vecteur MP vaut exactement grand R plus R sur 2, et ça c'est strictement plus grand que R. Donc ça prouve que ce point n'est pas dans la boule fermée. Et je me rends compte que j'ai une autre faute de frappe ici. Ce petit r aurait dû être en réalité un grand R. Et c'est le fait que cette inégalité soit stricte qui montre que le point P n'appartient pas à cette boule fermée. C'est bien l'inégalité strictement supérieure à R qui contredit le inférieur ou égal à R. Donc on voit que P n'appartient pas à la boule fermée centrée en M de rayon R. Mais je veux montrer que P néanmoins est dans cette boule. Donc pour ça, j'ai besoin du vecteur AP. Alors le vecteur AP, on va le calculer par AM plus MP, la célèbre relation de Charles. Et on peut voir donc que c'est moins MA plus le vecteur MP. Et le vecteur MP, eh bien, je vais le réécrire en simplifiant la fraction qui est là. La fraction qui est là se réécrit 1 plus R sur 2 grand R fois le vecteur MA. Et MA se simplifie, ce qui laisse petit r sur 2 grand R fois MA. Alors désolé, j'ai dû improviser, c'est ce qui donne cette occupation du tableau absolument catastrophique. Allez, je fais un petit peu de place sur le haut du tableau. Oui, on peut le dire, je ne suis pas un vidéaste professionnel. Ce n'est pas ça mon métier. Ok, donc on a exprimé AM. Et je rappelle que MA sur R est un vecteur de norme 1. En facteur, on a R sur 2. Donc, la norme de AP, c'est égal à petit r sur 2. Bon, c'est ce qu'on voyait sur le dessin, hein. Mais là, je l'ai démontré. J'ai démontré que cette norme est égale à R sur 2. C'est strictement plus petit que R. Donc, ça prouve que P appartient à la boule centrée en A de rayon petit r. Donc, récapitulons. En prenant le point A sur le cercle centré en M de rayon R, en prenant un petit r strictement positif quelconque, j'ai construit un point P qui appartient à la boule centrée en A de rayon petit r et qui n'appartient pas à la boule centrée en la boule fermée centrée en M de rayon grand R, ce qui prouve que cette boule ici
n'est pas incluse dans la boule bleue. La boule rouge n'est pas incluse dans la boule bleue, et c'est ce qu'on voulait. Ça démontre que cette boule fermée n'est pas ouverte. Et c'est sur cet exemple, que je vais achever cette vidéo. Donc la prochaine vidéo sera consacrée aux questions de continuité pour les fonctions de deux variables. Merci et à bientôt.